Tisha, Carmin, Alo et Tsétché avaient pris leur décision. Avec des cordages et avec suffisamment de vivres, d'eau, ils envisageaient de descendre le plus possible dans le gouffre et peut-être d'y trouver les trésors qui leur permettraient d'avoir une nouvelle vie. Quoi qu'il en soit, avec leur matériel et avec une bonne dose de courage, ils s'avançaient courbés dans les vents et les rafales excessives des abords du gouffre, qui soulevaient du sable jaune et les aveuglaient à moitié. Ils commencèrent à évaluer les risques, à chercher les endroits les plus propices pour attacher leur cordage et commencer à s'encorder les uns les autres pour trouver un passage. Même Tsétché avait du mal à voler, lui qui avait cette aptitude naturelle, et devait s'encorder pour résister au vent particulièrement violent du gouffre. Mais lorsqu'ils amorcèrent leur descente, ils n'étaient certainement pas prêts à faire la rencontre de créatures aussi étranges que ridicules. Les hurleurs des falaises se mirent à brailler et glapir à mesure qu'ils s'envolaient pour déranger les aventuriers qui s'approchaient un peu trop de leur nid. Ceux-ci commençaient à tourner autour de leurs cordes, à essayer de les bousculer, les faire tomber, mais les aventuriers résistèrent, utilisèrent leurs armes et utilisèrent la ruse et un balancement bien proportionné pour éviter les créatures criardes. Et c'est alors qu'ils s'engouffrèrent dans un trou recouvert d'excréments et de mousse et de branchages assemblés par les sinistres créatures. Et là, ils s'enfoncèrent dans des grottes le long de la falaise. Parfois, celles-ci s'aventuraient bien plus loin de quelques mètres, et parfois c'étaient des cul-de-sac. Il fallait longer des corniches étroites pour rejoindre d'autres grottes. Mais en définitive, c'était un réseau de cavernes bien étrange. Et les aventuriers commencèrent à gratter, écarter des pierres, des éboulements, et à s'enfoncer davantage dans ce qu'ils soupçonnaient être les restes d'une civilisation. Effectivement, des murs semblaient se fondre à l'intérieur, les restes d'un réseau de galeries, d'égouts peut-être, ou de bâtiments comme fondus dans la pierre. Ils avaient l'étrange impression de fouler ou de redécouvrir une civilisation oubliée, mais les statues et l'art qui avaient construit certaines de ces structures, certains bâtiments, les couleurs, les statues, tout cela leur était étranger. Qui avait bien pu construire de telles choses? Qui avait bien pu avoir ces inspirations énigmatiques? En tout cas, ils avancèrent dans les couloirs, non sans craindre des créatures qui s'y étaient aventurées avant eux, des cafards ou d'autres rats bien gros et avides de chair. Mais après quelques péripéties dans les couloirs étranges, ils s'enfoncèrent dans des structures à moitié délabrées, certaines s'écroulant et donnant sur le vide. Ils échappèrent de peu à des fosses et à la mort pour s'enfoncer
vers des endroits qui semblaient mieux entretenus. Ils entendaient du bruit, des infiltrations d'eau, mais aussi d'étranges choses volantes, comme une ombre qui flottait non loin. Et bientôt, ce fut la stupeur lorsqu'ils se rendirent compte que c'était des sortes d'yeux volants. Oh, la surprise était totale. Ils se renfoncèrent et se ravisèrent pour discuter entre eux d'un plan. Tsétché n'était pas très convaincu ni rassuré, mais Carmin était d'avis de se ruer au combat et d'affronter ces choses du mieux qu'il pouvait en défendant ses amis. Ils établirent une stratégie et se ruèrent au combat. Hurlant et frappant, Carmin, Halo, Tisha et Tsétché se mirent à faire saigner les globes et leur chair moite. Mais c'est avec surprise qu'ils virent que c'était un liquide huileux, noir et parfois argenté qui s'écoulait des plaies. On aurait dit que ces choses perlaient du mercure liquide et elles étaient capables d'utiliser ces suintements pour les blesser et n'hésitaient pas à leur foncer dessus. Ils réussirent à tuer ces créatures non sans effort et à fuir très vite. Ces choses semblaient protéger des accès verrouillés par magie, des figures magiques, runiques, géométriques, mais avec un peu de réflexion sur les formes géométriques et des tracés dans l'air, les personnages trouvèrent la solution et la porte s'ouvrit. C'est alors, dans un grincement de pierre, qu'ils découvrirent un environnement bien curieux, des bâtiments et des infrastructures de pierre, mais aussi des runes tracées et d'autres figures géométriques. Ils avançaient dans cet espace avec une appréhension et une curiosité évidente. Certaines salles semblaient abriter des cocons de pierre ou des mécanismes étranges. Et alors qu'ils s'aventuraient bien plus loin dans cette structure, ils découvrirent un endroit doté de cascades impressionnantes qui donnaient sur le vide, mais pas que. Une créature mécanique dotée d'une magie sophistiquée semblait assembler ou modifier des choses, des runes géométriques. Et là, celle-ci se rendit compte de la présence des personnages. Elle se tourna vers eux en grinçant quelque peu et en affirmant: Intrus, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Reprogrammation, mise en contextualisation, modification des sujets en cours. La créature se mit à avancer vers eux dans le but de les saisir ou les emprisonner. Et les aventuriers n'étaient pas prêts à se faire enfermer à nouveau. Les coups d'épée résonnaient, les coups de bouclier également. Mais la créature semblait avoir une magie très étrange. Des runes s'établissaient sur un personnage comme le figeant au ralenti. Les coups de poing de la créature étaient également redoutables,
capables de fendre la roche et de ployer l'acier. Ils étaient en mauvaise posture, ils le savaient, et là, avec le désespoir, et en voyant qu'ils n'arrivaient à peine à égratigner cette créature mécanique, ils prirent une décision et se jetèrent dans la cascade. Ah! Avec le ralentissement et le bruissement des eaux, vient bientôt l'évidence qu'ils se trouvaient à atterrir dans des grottes étranges de créatures et de plantes luminescentes inconnues. Ils commencèrent à se redresser, à essuyer la poussière et le mélange de vase ou d'eau qui les recouvrait. Ils écartèrent des insectes velus et curieux et entamèrent leur ascension sur les rebords de pierre et escaladèrent des cascades avec prudence pour se rendre compte qu'ils devaient à nouveau s'enfoncer dans des bassins qui semblaient plonger vers d'autres niveaux. Ils s'enfoncèrent donc dans des bassins pour ressortir dans d'autres cavernes jusqu'à émerger dans une étrange caverne recouverte de glace. Sur un promontoire, ils évaluèrent la situation. Comment Comment est-ce possible? Quel est donc cet endroit étrange? Et ces lueurs bleues qui dansent? Serait-ce un château de glace? Et que vois-je par là? Dans ces forêts de glace, il y a comme des pattes qui cliquettent. Oui, on dirait des insectes étranges et bleus. Que sont ces choses? Oh oh, elles nous ont vus. Nos aventuriers ont le temps de sortir leurs armes et d'affronter la menace. Ces créatures semblent être capables de projeter des épines dures comme l'acier, faites d'un givre ou de glace surnaturelle. Et les aventuriers réussissent à tuer ces trois créatures qui semblaient patrouiller peut-être aux abords du château de glace. Mais il n'est pas temps de réfléchir, mais d'avancer et en silence. Nos héros avancent et évitent d'autres patrouilles. Ils circulent entre les stalagmites et se rapprochent du château petit à petit. C'est un endroit qui est étrange. Ils commencent à en gravir les marches en regardant autour d'eux et finissent par oser y entrer. Il y a comme un silence pesant à l'intérieur et d'étranges cages faites de gel éternel. Et des silhouettes semblent y être prisonnières, mais à bien y regarder, celles-ci semblent déjà mortes, gelées dans des postures grossières, cruelles, et les aventuriers se sentent mal à l'aise. Ils décident de fouiller les environs, d'observer, et il leur semble entendre un rire sinistre au loin dans les étages supérieurs. Et finalement, ils envisagent de monter des escaliers et d'essayer de découvrir la vérité vers cette étrange structure de glace. C'est là, en montant de quelques étages, qu'ils entendent les grincements sinistres
d'un torrent d'eau sur la glace, et qu'une créature apparaît avec beaucoup de colère farouche. L'élémentaire d'eau sombre utilise les torrents et les vagues pour les projeter contre les personnages des joueurs, les faire tomber au sol, voire les faire dévaler dans les escaliers. Et certains se retrouvent démunis face à lui. Mais avec ruse, et en s'accrochant parfois à des piliers de glace, ils réussissent à accorder leur coup et à déstabiliser l'élémentaire d'eau, qui finit par s'écrouler en une vague huileuse et noire, leur laissant tout le loisir d'explorer un étage étrangement vide, des structures de glace, des statues, des piliers, mais des escaliers se poursuivent et montent encore plus haut. Et avec beaucoup de patience, ils décident de poursuivre leur chemin dans les plus grosses difficultés. Car devant eux commence à se dresser un véritable mur de glace, un élémentaire de gel vivant. La créature n'a aucune subtilité. Elle lève des poings comme des enclumes. Elle fracasse. Elle piétine. Des morceaux se détachent lorsque la créature frappe et la glace se brise par endroits. Les personnages des joueurs sont obligés de rouler pour éviter les coups, d'éviter de se faire piétiner. Mais à chaque fois qu'ils portent quelques coups, ils aperçoivent des fragments de glace se fissurer sur l'élémentaire. Et avec insistance, Tisha réussit à blesser la créature au bras, Carmin réussit à frapper la créature dans le genou, et petit à petit, avec l'aide d'Halo, il fragilise l'élémentaire jusqu'à ce qu'il se brise en 1000 morceaux. Des épines de glace qui tombent au sol en pluie. Mais des bruits viennent de l'étage, des rires hystériques. La perle est à moi. Le pouvoir, vous ne l'aurez pas. L'immonde créature semble s'agiter, s'envoler, se camoufler, alors que le dernier étage du château abrite un pouvoir bien étrange, une perle d'un bleu pur qui diffuse une énergie continue semblable à des flashs d'un bleu éclatant et fluctuant, bleu polaire, bleu ciel, bleu nuit. Les choses oscillent. Mais la créature vicieuse incline la perle et son rayon commence à frapper vers les joueurs, qui menacent de se transformer en glace pour certains d'entre eux, prisonniers d'une gangue de gel éternel. Et le combat s'engage. Les personnages des joueurs glissent sur la glace et se mettent à traquer la créature. Celle-ci est retorse. Elle utilise sa magie pour se dissimuler, mais également l'emprise qu'elle exerce sur la perle pour tenter, avec des rayons bleutés, d'emprisonner les joueurs. Ceux-ci essayent de ruser, de la poursuivre, d'utiliser différents artifices pour finalement la coincer et réussir à la détruire et à récupérer la perle d'un pouvoir hivernal étrange. Et lorsqu'ils se rendent compte que le palais semble se lézarder et se fissurer,
Ils se mettent à courir désespérément avec leur trésor, mais les escaliers se brisent, tout se fissure. Il faut se dépêcher et ils se mettent à slalomer, à faire tout ce qu'ils peuvent pour échapper à la mort. Et c'est bientôt qu'ils se mettent à patauger dans les restes d'une bouillie mélange de neige, de glace fondue et à essayer de s'agripper à des rochers et gagner de la hauteur. Ça n'a rien de facile. Certains menacent de se noyer dans des fosses et leurs amis tendent un bras courageux pour les agripper. Et finalement, ils réussissent tout de même à grimper et à prendre de la hauteur pour observer d'autres cavernes en contrebas, des cavernes recouvertes d'eau et qui promettent d'autres aventures. Ils se mettent à utiliser des grappins, des cordes, pour essayer de trouver un chemin, sortir de là. Mais déjà, à mesure qu'ils s'enfoncent dans de nouveaux boyaux sinistres et dans des cavernes plus profondes, il semblerait qu'ils entendent des grincements comme des armures rouillées et le bruit des marteaux et des enclumes. On dirait que d'autres créatures sinistres vivent ici. Mais cela, mes amis, eh bien, cela sera compté dans une autre aventure. Hé, hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.